Bonsoir. Donc, mon nom est Pascal Blanchet, je suis illustrateur et j'ai 37 ans. J'adore les balades en forêt, le vin et les soirées entre amis. Voilà. Bon, donc, en fait, pour débuter, je vais vous donner un peu une idée de c'est quoi mon background en tant qu'illustrateur. C'est un peu pompeux, la présentation, hein, j'avais l'air... euh, Premièrement, en fait, j'ai commencé comme illustrateur officiellement en 2004. C'était l'année où j'allais en fait tout laisser tomber. Ça faisait déjà depuis 4 ans à peu près que je tentais d'arriver à quelque chose. En fait, pour clarifier la chose aussi, je suis autodidacte, donc je suis pas allé à l'école. J'ai une 3e année, donc c'est pas mal. Mais j'ai pas fait d'études supérieures parce que j'avais des genres de problèmes majeurs avec l'autorité, on pourrait dire, ce qui fait aussi que je suis devenu un travailleur autonome. Donc, en 2004, j'étais à Montréal à cette époque-là et je tentais d'arriver à quelque chose en envoyant des portfolios, en rencontrant des directeurs artistiques et les réponses étaient hyper négatives. Et j'ai décidé d'envoyer en fait mon matériel aux éditions La Pastèque en pensant peut-être avoir des jobs d'infographie ou des trucs comme ça. Et ils m'ont répondu, on attend ton livre. Donc, c'était comme une surprise immense parce que moi, je n'avais absolument aucune idée comment faire un livre. Donc, je devais fabriquer un livre et le renvoyer. J'ai fait ça en 1 mois, pendant jour et nuit. Et c'était mon premier livre, La Fugue. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. C'est un premier livre et ça date de 2004. Donc, je vais vous demander indulgence. Voilà la chose. Donc, à ce même moment-là, en fait, j'ai commencé aussi à tenter de trouver un agent, en fait, chose que je ne trouvais pas à Montréal du tout. Il y avait très peu d'agences à l'époque. Et à part Anna Goodson, je crois qu'il y avait à peu près rien. Et Anna Goodson, manifestement, ça ne l'intéressait pas, mon boulot. Ça s'est terminé là. Donc, je me suis tourné du côté de New York. J'ai envoyé des portfolios là-bas, puis les réponses ont été hyper positives. J'ai trouvé un agent qui, en fait, qui travaillait tout seul, mais qui connaissait absolument tout le monde en ville. Donc, le premier contrat d'illustration que j'ai eu, c'était une couverture pour Penguin Books, qui était assez exceptionnelle. Je peux vous la montrer aussi. Encore une fois, c'est du matériel de 2004. Voilà. Ça a probablement mal vieilli, mais bon, au moins on se rend compte qu'on fait du chemin. C'est ça qui est important. Donc, après ça, en fait, après ces 2 trucs-là, après avoir eu la chance de pouvoir éditer pour La Pastèque et d'avoir un contrat pour Penguin Books, le truc a complètement planté. Donc, c'est suivi, genre à peu près 2 ans de sandwich au beurre de pinot et de roulage de scène noire pour acheter du lait. Comme probablement plusieurs d'entre vous ont vécu, j'imagine. Et petit à petit, en fait, ça a commencé à se développer du côté du marché américain, probablement à cause de cette couverture-là. Et finalement, bon, j'ai reçu un matin un appel du New Yorker, en fait, qui me demandait pour faire une illustration qui était à remettre dans 6 heures. Donc, c'était un genre de panique monumentale. Je parlais très peu anglais à l'époque, donc c'était un cauchemar d'essayer de comprendre ce que le directeur artistique m'expliquait. Puis, en fait, j'ai commencé à travailler lentement, mais vraiment du côté américain. C'était très long avant que je travaille au Québec. Puis là, je peux vous montrer quelques images, en fait, un peu de mon boulot. Puis après ça, on va passer à la section animation, proprement dite. Donc, ça, c'est une des premières illustrations que j'ai fait pour le New Yorker. On m'avait gracié de la section Talk of the Town, qui couvrait beaucoup, en fait, les comédies musicales, la scène jazz, tout ça. Donc, ça collait assez bien avec mon esthétique. Donc, c'était très agréable à faire au départ. Mais avec le temps, j'ai travaillé pendant 7 ans pour le New Yorker et c'est excessivement exigeant. Et comme vous le savez probablement tous, en fait, les médias imprimés vont de plus en plus mal. Donc, les salaires dégringolaient d'année en année jusqu'à finir à presque être obligé de payer pour travailler pour eux. Alors, on va passer quand même assez rapido là, sur les trucs. Ça, c'est un client que j'ai eu pendant très longtemps qui est En Route, l'horrible magazine d'Air Canada.
Je ne dois pas dire ça. Il est magnifique. Je l'adore. Mais c'était un très bon client. Le New Yorker, toujours. Air Canada. En fait, c'est ce qui devait remplacer dans les avions en fait d'Air Canada. Il y a un petit écran en avant de vous et ça devait être ça en fait qui devait apparaître. Finalement, c'était une campagne photo qui a remporté. Vous savez de quoi je parle. Puis au fil des ans, en fait, j'ai commencé à travailler au Québec. Beaucoup par le milieu de l'édition. J'ai commencé à faire des couvertures de livres pour les éditions Alto, qui est un excellent éditeur, soit dit en passant. Et puis après ça, bon, évidemment, j'ai continué à faire d'autres livres pour la Pastèque. Et moi, en 2003, à peu près, l'année avant, en fait, où je commence à travailler, où j'ai commencé à travailler, j'ai découvert la musique de Pierre Lapointe, que j'aimais d'un amour fou, la musique et non Pierre. Puis, en fait, son esthétique était comme la réponse musicale à ma question dessin, finalement, à ma question visuelle. Donc, tout ça collait très bien. Puis je me disais un jour, on va finir par travailler ensemble. Et ça a finalement abouti au moment où il a sorti Paris Tristesse. Mais avant ça, en fait, Pierre m'avait demandé de travailler avec lui pour d'autres projets. Et comme c'était quelqu'un c'est un artiste qui, pour moi, était très important, qui avait un talent fou, j'étais hyper intimidé, ce qui fait que j'ai choqué plusieurs des projets en ne donnant juste jamais aucune nouvelle à Pierre. Et malgré tout, il ne s'est pas choqué, ça c'est quand même une bonne chose. Et il a quand même fini par ça a quand même fini par aboutir, on a fini par travailler ensemble. Donc, Paris Tristesse, c'était la première fois où on a travaillé ensemble. Je vous en reparlerai de Pierre plus tard parce que j'ai d'autres projets avec lui, dont des projets qui sont en cours. C'est une campagne de publicité pour American Express que j'avais à fabriquer, qui était en fait mon premier gros contrat. Ça s'est terminé en animation. C'était pas moi qui animais. J'avais simplement à faire finalement le design des trucs. Et c'est le projet, je pense, un des projets les plus fous au sens, pas fou dans le sens fantastique, là, parce qu'il y a eu 15 directeurs artistiques qui ont passé en un mois et demi et les 15 avaient chacun leur vision de où est-ce que le projet s'en allait. Donc, c'était incroyable, la quantité de travail, tout ça. En même temps, évidemment, comme c'est un client, c'est un gros client, je veux dire, c'est pas comme si j'avais souffert financièrement de ce client-là. Il tentait pas de me voler ou quoi que ce soit, mais c'était complètement dément, les directions que pouvait prendre le projet. Une journée, le projet allait comme dans cette direction-là. Le lendemain, on changeait de DA, ça s'en allait complètement à l'inverse. Donc, c'est un peu, en fait, là, c'est un peu genre la base de travailler avec les Américains. En tout cas, moi, dans mon cas, dans mon expérience, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a tellement d'argent en jeu, ils ont tellement des budgets immenses qu'il n'y a comme jamais aucune limite, il n'y a jamais de fin, en fait, au projet. Donc, ce que je me rends compte, c'est que souvent, en fait, les limites financières qu'on peut avoir, mettons, dans le milieu de l'illustration ou du design, ben, ils font en sorte qu'à un moment donné, on canalise une idée. Sinon, je veux dire, on peut s'éparpiller puis passer notre vie à creuser, à creuser, à creuser sans jamais que ça mène nulle part. J'ai l'air super négatif, mais à un moment donné, vous allez voir, ça va devenir super positif, ça va être dans la lumière. Ça ici, c'est encore des projets pour Air Canada. J'ai fait énormément d'affiches de voyage. C'est un truc qui colle éminemment bien à mon esthétique. Donc, en même temps, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Je veux passer à l'animation. Fait qu'on va essayer de, encore une fois, des affiches de voyage. Ah, ça ici, c'est un projet merveilleux, en fait, qui a eu lieu pour les 15 ans des éditions de la Pastèque. En fait, il y a eu une exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal qui est organisée. Et on demandait aux auteurs, on avait choisi 15 auteurs de la Pastèque, dont moi, de faire, en fait, de choisir une pièce de la collection du musée et de la réinterpréter finalement. Donc, donc le Musée des Beaux-Arts possédant une immense collection d'art décoratif, donc des chaises de Charles Eames des années 40. J'avais choisi cette pièce-là. Mais moi, mon éditeur ne m'a jamais donné vraiment de gabarit sur la chose. Donc, tout le monde a travaillé sur pratiquement des papiers 8,5-11. Et moi, je suis arrivé avec un panneau de 4 par 8 en contreplaqué qui était imprimé. J'ai travaillé ça avec une petite boîte qui imprime mais qui font du design qui s'appelle L'Abricot. Je ne sais pas si vous les connaissez, Julien et Catherine, qui sont adorables et qui font de l'excellent boulot. Donc, on a réalisé cette pièce-là dans la ruelle de la rue Saint-Denis.
Et pendant des jours. Et au bout de ces jours-là est arrivé le camion du Musée des Beaux-Arts avec tous ces déménageurs et des immenses caisses. Puis ils ont tous serré ça dans une caisse incroyable, dans un camion réfrigéré, comme si c'était un Picasso, alors qu'on avait passé une semaine à travailler dans la ruelle de la rue Saint-Denis, puis on le laissait le soir dehors. Là, c'était pas... un magasin Simons. Client extraordinaire de Walrus, qui est, à mon avis, qui possède présentement probablement un des meilleurs directeurs artistiques que je connaisse. En fait, un type absolument fantastique qui fait une confiance immense. En fait, bon, évidemment, en tant qu'illustrateur, je pense qu'on peut tous dire ça. Un bon directeur artistique, c'est quelqu'un qui nous fait confiance, donc quelqu'un qu'on n'a pas dans les pattes, finalement. Au total. Mais en même temps, c'est quelqu'un en fait qui va savoir choisir l'illustrateur avec le sujet sans qu'il ait besoin de le diriger. Il comprend à l'avance où est-ce qu'on va s'en aller. Et à tous les coups, ça fonctionne. C'est vraiment un type absolument génial. Des sketchs, des études, ça ressemble un peu à ça. Souvent, c'est fait à la gouache au départ et à la fin, ça finit. C'est souvent aussi fait à la gouache, mais plus propre. Ou au vecteur, dépendamment. Mais vous ne pouvez pas voir la différence. De toute façon. La section animation. Donc, en fait, j'ai fait de l'illustration pendant ça fait 12 ans que je fais ça. Et puis, il y a 3 ans de ça, en fait, l'ONF m'a approché, l'Office national du film de la Canada, euh, pour me demander, en fait, comme l'ONF commence de plus en plus à travailler avec des illustrateurs plutôt que des animateurs, en fait, ils travaillent aussi avec des animateurs, mais ils demandent à des illustrateurs d'être réalisateurs. Bon. Donc, il m'avait approché en me demandant est-ce que tu aurais une idée de film, est-ce que tu aurais un projet qui pourrait t'intéresser, tout ça. Évidemment, j'en avais. Moi, depuis que je suis gamin, travailler à l'ONF, c'est comme un truc, parce que j'étais toujours terrifié quand j'étais enfant par les interludes à Télé-Québec de l'ONF qui étaient absolument terrifiantes, des trucs de Norman McLaren, puis des choses comme ça qui, enfant, c'est toujours l'impression que c'est un film d'horreur, en fait, mais abstrait. Puis en même temps, ben, ça m'a marqué énormément dans ma façon de travailler. Je pense que c'est resté. Toutes ces espèces de moments d'horreur-là sont comme restés dans ma façon de travailler, sont restés dans mon imaginaire. Et souvent, en fait, je me rends compte en fouillant dans les archives de l'ONF que je retrouve en fait des trucs. Je fais comme, OK, clairement, mon inspiration, ça m'a marqué. Et clairement, ça a laissé des traces sur son chemin. Donc là, je suis en train de m'égarer, mais on revient au point de départ. Donc l'ONF est venu me demander en fait de faire si j'étais intéressé à faire un film d'animation. À l'époque, j'habitais à Trois-Rivières, donc ça demandait de déménager à Montréal pour faire la chose. Donc j'étais un peu hésitant, mais en même temps, bon, qui peut refuser ça? Évidemment, j'ai déménagé. Euh, Ensuite de ça, le film en fait sur lequel je travaille présentement, c'est une histoire quand même assez personnelle en même temps que c'est une fiction, parce que à la base, c'est inspiré par ma famille, qui est une famille spéciale, et on va s'arrêter là pour la partie. On va se concentrer sur la partie fiction. Donc, grosso modo, je vais juste vous lire ce qui pourrait être un peu la description du téléhoraire d'un film. Parce que je suis pas très bon pour faire des trucs assez précis et efficaces dans les descriptifs. Donc, un descriptif de téléhoraire, ce serait à peu près le suivant. À la suite d'un accident de voiture, un homme issu d'une riche famille dysfonctionnelle perd sa femme et reste dans le doute d'un possible suicide. C'est hyper donnant. En fait, grosso modo, c'est une histoire d'amour. Euh, pour le projet, la narration est en voix off. C'est Marie-Thérèse Fortin, excellente comédienne, qui fera la voix, en fait, de la narration. La narration, en fait, c'est la voix de la femme décédée. Et puis, le film se passe le temps d'un après-midi. Donc, c'est immédiatement après les funérailles. C'est le moment, en fait, de la réception après les funérailles. Et comme dans ma famille, en fait, la tradition est de recevoir. En fait, l'endeuillé doit recevoir chez lui la famille. Donc,
en plus d'avoir à dealer avec la mort de sa femme, doit avoir à dealer avec sa famille, avec la façon dont ils vont être reçus, avec le goûter, avec tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est cet après-midi-là, en fait, et les membres de la famille s'en vont un à un. C'est absolument interdit, en fait, de pleurer ou de montrer quoi que ce soit comme émotion. Donc, il faut absolument rester, genre, d'une fermeté sans nom. Donc, en fait, c'est sa chute au type. Au fur et à mesure que les gens s'en vont, lui, il se décompose, décompose, décompose. Et en voix off, on a finalement, on nous conte l'histoire, la femme, la morte, en fait, nous conte leur histoire d'amour entre elle et lui. Je vais donc vous montrer un peu. Tout de suite après ça, je vais vous montrer une courte bande-annonce qu'on a faite, en fait. C'est un film qui va durer 10 minutes au total. Ce qui est très long pour un court-métrage, en tout cas, je trouve. Et c'est travaillé en dessin, c'est vraiment travaillé en dessin traditionnel. C'est juste qu'on travaille sur une Cintiq au lieu de travailler sur du papier. Au départ, on travaillait sur papier, puis on a commencé à faire des tests sur Cintiq et en les montrant aux gens, les gens n'arrivaient pas à faire la différence entre les deux. Donc, on s'est dit, OK, clairement, c'est plus simple de travailler avec une Cintiq. Et pour ce projet-là, je travaille avec un animateur qui est aussi mon co-réalisateur, qui s'appelle Rodolphe Saint-Gelais. Qui est en fait un peu le magicien de la patente, parce qu'évidemment, moi, l'animation, ce n'est pas mon métier, donc je suis en train d'apprendre, et en même temps, je ne pense pas un jour devenir un animateur aguerri, je ne pense pas que ce soit mon travail à moi, en fait. J'aimerais bien, mais je ne suis pas certain d'avoir la patience pour les choses, je trouve un peu que c'est un peu aliénant comme métier, quand même. Donc voilà, je vais quand même vous présenter le petit extrait. C'est une courte bande-annonce, puis tenez compte qu'il y a encore du rough là-dedans, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Je n'ai aucune idée de ce qu'il est. Voilà, merci. J'espère que vous avez apprécié. Je t'ai fait une surprise. Je suis morte. Donc, voilà. Donc, en fait, les personnages, en fait, grosso modo, l'histoire, bon, comme je vous l'ai dit, a un peu rapport à ma famille. En fait, un rapport à ma famille sur les mœurs funéraires de la famille, je dirais. Puis ensuite de ça, en fait, ça a pris sa source dans une exposition que j'avais montée, qui était une série de personnages qui s'appelait Le Cortège, en fait.
Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, c'était des assez grands prints de scènes. On comprend en fait que c'est une scène de funérailles, mais sans jamais pour autant montrer aucun détail funéraire, rien qu'à rapport au cimetière ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste des visages. Et au total, l'exposition formait une espèce de truc où on arrivait un peu à comprendre des liens entre les personnages. Donc, je vais vous montrer ça un peu, les images. Donc, le film en entier sera vraiment dans cette esthétique-là. Ce que vous avez vu, en fait, avec très peu de couleurs, c'est pratiquement noir et blanc avec quelques petits dosages de vieux rose. Pour le film, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Marie-Thérèse Fortin qui va faire la narration et c'est Pierre Lapointe et Philippe Brault qui vont composer la musique. À part la pièce qui est là, qui est la pièce d'ouverture, qui celle-là sera telle quelle, une pièce de Shirley Bassey, pour les connaisseurs. Donc, en fait, on est rendu à peu près à on doit avoir à peu près 4 minutes de fait sur 10 minutes, ce qui est quand même, on roule quand même à une bonne vitesse, ce qui est quand même surprenant. En fait, moi, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus laborieux que ça. En même temps, on a quand même un temps de 2 ans et demi, je pense, pour faire le film au total. Évidemment, avant ça, avant les 2 années et demie, de production, il y a eu de la pré-prod et ça, en fait, c'était vraiment la partie, moi, que j'ai trouvée géniale, en fait, parce qu'étant donné, bon, je viens pas de ce milieu-là, j'ai pas de connaissances dans ce milieu-là, et le fait de travailler avec l'ONF, là, j'ai vraiment l'air de vendre l'ONF, mais bon, c'est la vie, hein. Patrick pourra tantôt y aller dans le sens inverse de moi, peut-être. Euh, le fait, en fait, d'avoir accès à tous les services, en fait, que l'ONF peut offrir, comme, mettons, pour le scénario, le fait de travailler avec un scénariste, dont c'est le métier, le fait de pouvoir travailler avec des gens qui vraiment composent la musique, de travailler avec des créateurs sonores, travailler avec des directeurs techniques, c'est un support que je trouve immensément réconfortant, en fait, parce que, bon, évidemment, j'étais dans une panique totale quand je suis rentré là-bas, parce que c'est pas mon métier, le syndrome de l'imposteur est à côté dans le tapis, surtout en plus, je pense, vu que je suis autodidacte, c'est un truc que je traîne depuis toujours et j'ai l'impression que je vais embarquer dans le cercueil avec, là, pour être dans le thème du film un peu. Euh, donc, c'est ça. Donc, c'est un très beau projet. Et puis, on verra ce que ça donnera au total. On va se croiser les doigts. Et là, on va passer à un autre sujet. Wes et moi. Euh, pour ce segment-ci, en fait, les images qui vont être présentées, je vais vraiment vous demander avec toute une candeur folle, parce que je sais que c'est un peu ridicule de vous demander ça, mais bon, d'absolument faire aucune photographie de la chose, parce que techniquement, je n'ai aucun droit de présenter ces images-là maintenant. Je vais avoir le droit une fois que le film sera sorti, mais pour l'instant, je n'ai pas le droit. Donc, on va faire un genre de entre nous, puis on va garder ça entre nous. Sinon, dans le fond, je vous refile la poursuite, hein, c'est réglé. Euh, En fait, j'ai eu un matin un téléphone de Wes Anderson qui me. C'était complètement ridicule, en fait, parce que je réponds au téléphone, puis le type me parle en français, d'un français absolument impeccable, d'ailleurs. Puis il se présente comme étant Wes Anderson, puis évidemment, je rigole un peu. Ça n'a pas l'air du tout sérieux comme projet, là, tu sais. Puis il me parle, bon, on me dit, dans le fond, on aimerait ça, en fait, que tu travailles comme concept artist pour le film sur lequel on travaille. Le film sur lequel il travaille présentement s'appelle Isle of Dogs. C'est déjà sorti, ça, donc c'est correct. Ce sera un film en stop motion, en fait, mais en fait, il voulait avoir au départ du concept art pour que l'équipe, finalement, de construction de décor puisse s'accoter là-dessus et eux bâtir, en fait, tout le décor. Donc, le film se passe au Japon durant les années 60, au moment, en fait, où l'Occident commence à entrer au Japon, au moment où il y a cette espèce de courant moderniste-là qui naît au Japon, puis il y a une espèce de non-sens entre la culture traditionnelle, qui est hyper traditionnelle, qui est millénaire, et l'espèce de modernisme soudain, béton, dans le goût Expo 67, un peu qui tout à coup rentre dans cette culture-là. Donc, esthétiquement, c'est un peu ça la commande qui était donnée. Donc, je devais dessiner une ville et une montagne. La montagne, c'est
Ça a l'air simple, une montagne comme ça, mais à dessiner pour qu'ensuite des gens puissent la construire, c'est vraiment un truc complètement délirant. Donc, c'était super excitant comme projet. En fait, bon, suite à ce téléphone-là, évidemment, moi, je suis vraiment resté. Bon, il m'a comme dit, on va te contacter par email. Puis je me disais, yeah, right. Et finalement, la productrice de Wes Anderson, là, c'était vraiment son courriel à elle, c'était son nom. Puis ensuite, il y avait son directeur artistique qui me contactait. Puis j'ai comme à un moment donné réalisé que, bon, OK, ça semble sérieux. Ça ne semble pas une blague. C'était très bref comme expérience, en fait, et ça s'est très mal passé aussi. Donc, en fait, étant du genre à paniquer dans des situations où je travaille avec des gens que j'admire peut-être trop, j'ai eu tendance un peu à choquer la chose. Donc, j'avais énormément de difficultés à travailler ou à me laisser aller, alors que tout ce qu'ils me demandaient, c'était de faire ce que j'avais envie de faire, là, je peux vous montrer une image, là. Donc voilà, cette chose-là devait être faite en à peu près 6-7 heures. Donc ça a l'air simple comme ça, mais si on regarde en détail, c'est parce qu'il y a vraiment énormément de détails. Et le directeur artistique, qui est le même directeur artistique qui a travaillé sur Grand Budapest Hotel, voilà, vous connaissez qui, j'imagine, est un type très particulier qui a des demandes très floues qui doivent être compris de façon très claire. Donc, c'est éminemment complexe comme façon de travailler, en fait, parce qu'en fait, il n'est plus question de travailler. On est habitué, je pense, au Québec, à travailler de façon assez égalitaire. Et là, ce n'est pas du tout le cas, là. C'est vraiment un autre monde, là. On est dans une monarchie, là. Donc, moi qui n'ai pas habitué, en fait, à travailler sous les ordres de quelqu'un, j'avais assez de difficultés à dealer avec ça. Puis, évidemment, une des raisons pour laquelle, en fait, Hollywood a souvent tendance à engager des gens de l'extérieur, en fait, c'est pour essayer d'éviter, en fait, tous les frais et les coûts qui sont reliés aux syndicats de set designers, de concept artists, etc. Donc, eux autres sauvent énormément d'argent en engageant des gens à l'étranger. Et donc, moi, j'en perds énormément. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est hyper exigeant. En fait, moi, je dirais, je pense qu'il y a même des gens dans la salle qui pourraient comme corroborer mes dires. Là, je me suis presque rendu malade, en fait, à travailler sur ce projet-là. Parce que, évidemment, je ne voulais pas le lâcher. Mais à un moment donné, j'ai fini par le lâcher. En fait, j'ai fini par juste plus donner de nouvelles. Et ça s'est arrêté là. Donc, c'est comme bittersweet, un peu comme projet, parce qu'en même temps, j'ai continué à avoir des contacts avec Wes Anderson qui étaient éminemment satisfait du travail, qui ne semble pas vouloir me crucifier ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est resté correct, mais je me suis vraiment remis, en fait, en question, à savoir, est-ce que c'est vraiment là que je vais aller? Est-ce que c'est vraiment cet univers-là qui m'intéresse? Et la réponse est juste non. Ça a beau être super prestigieux, ça a beau flasher à mort, c'est pas la façon de travailler, ni les gens avec qui j'ai envie de travailler. Et puis, c'est un peu là, en fait, que j'ai compris que ce métier-là, il était le fun à partir du moment où on était bien entouré. Je pense que ça dépend, c'est tellement important, en tout cas, dans mon cas, à moi, c'est tellement important que ça prend assez de place pour pouvoir dire non à des projets comme ça. Là, je vais vous montrer la montagne, là. Donc, on m'avait demandé de présenter 8 modèles de montagne. Donc, ce sont les 8 premières esquisses de montagne. Ensuite, il allait y avoir, bon, il y a eu une élimination jusqu'à temps qu'on trouve la bonne montagne. Et donc, celle-ci. Là, ensuite, rendu à cette étape-là, en fait, tout ça passait dans les mains des set designers qui, eux, tentaient de la construire en réel. Mais là, évidemment, moi, mes dessins, je ne suis pas ingénieur, donc évidemment, ça ne fonctionne pas nécessairement. Je dois faire les 4 faces, mais les entre-deux ne sont pas nécessairement calculés, tout ça. Donc, finalement, tout ça revenait sans fin avec des corrections, des corrections, des corrections. Et c'était vraiment. C'était des corrections qui pouvaient rentrer à 3 heures du matin, des téléphones à 3 heures du matin, des trucs comme ça. C'était comme un genre de non-sens absolu. Donc, voilà. Puis, voilà pour Wes Anderson.